Vladimir Poutine a lancé un défi à tout l'Occident. C'est très grave ce qu'il se passe. Il a demandé à tout l'Occident, là, s'ils veulent, qu'ils prennent Kiev. Ils vont à Kiev et ils installent tout leur meilleur matériel de défense. Lui, il va tirer son dernier missile hypersonique, que le meilleur gagne. S'ils arrivent à l'arrêter, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, du coup, il explose Kiev. Et donc, du coup, LCI a décidé de réagir à cette affaire. Mais bon, comme on sait que eux, c'est la chaîne propagandiste par excellence et qui raconte tout le temps n'importe quoi, on est obligé de réagir à ça. Donc, c'est parti. On va faire du coup une petite réaction de leur émission sur ça. C'est parti. La suite de LC Midi, encore une image qui marquera la journée. Regardez, elle nous vient de Moscou. Celle d'un Vladimir Poutine intarissable qui participe à son grand show annuel retransmis en direct à la télévision. Rendez-vous avec les Russes, jeu de questions-réponses qui se veut démocratique. Denis Strelkov est avec nous. Merci beaucoup, Denis. Et on va retrouver dans quelques instants nos envoyés spéciaux Jérôme Gargaro et Romain Reverdy, parce que ce show à Moscou est ouvert à la presse moscovite, bien évidemment, russe, bien évidemment, mais également étrangère. Alors là, vous avez le côté face, et on vous propose, grâce à Romain et à Jérôme, de découvrir les coulisses. Le côté pile, vous allez voir, ce sont des images absolument incroyables et exclusives. Dans cet endroit qui s'appelle Gostinny Dvor, c'est une espèce de cour couverte par une verrière, vous voyez. Alors avant d'arriver ici, on a dû se soumettre à différents contrôles de sécurité avec détecteurs de métaux, les appareils qui scannent un petit peu aussi nos sacs à dos, notre matériel. Et ici, vous avez donc les journalistes qui commencent à arriver, surtout de la presse russe, mais il y a aussi des médias étrangers et occidentaux. On a vu la BBC par exemple, ou des médias américains. Alors là, on arrive dans le studio où va se dérouler à proprement parler la conférence de presse de Vladimir Poutine. Vous voyez, les journalistes sont toujours en train d'arriver. Cette salle qui est entourée de cartes de la Russie. On va vous montrer un petit peu avec la caméra. Vous voyez d'ailleurs les territoires annexés en Ukraine, mais pas reconnus par la communauté internationale. On voit aussi là, la Crimée qui a été ajoutée. On va un petit peu avancer. Vous avez là toutes les caméras sur pied qui sont installés en hauteur. Vous avez là 2 journalistes de la télévision russe. Pas reconnus par la communauté internationale, mais qui les écoute encore eux? C'est fini. La Russie s'est agrandie et est en train de mettre en place la Novorossia. Qu'est-ce que vous en pensez? Les États-Unis ont habitué le monde à la loi du plus fort. C'est ça qu'on est en train de vous donner là. Donc vous allez accepter ça que vous voulez ou pas. Une présentatrice et un présentateur qui seront sur les côtés. Et au centre, juste ici, vous aurez dans quelques instants Vladimir Poutine. Pour lui, l'enjeu, ce sera d'apparaître le plus fort possible, alors que des pourparlers de paix pourraient se tenir en 2025. Je vous rappelle que lundi dernier, Vladimir Poutine a vanté les progrès de son armée qui, c'est vrai, progresse un petit peu partout en Ukraine, dans le Donbass notamment. Mais plus important encore, il a annoncé une modernisation de ses forces armées. On a un petit peu l'impression qu'il essaie de doubler la mise avant de s'asseoir éventuellement à la table des négociations. Bah, il a raison. Il prend le terrain. Il est en train de gagner le terrain. C'est en défaveur de l'Ukraine. Pourquoi voulez-vous qu'il ait peur de ces négociations? Il est en position de force. Grand merci à Jérôme Garot et Romain Reverdy pour ces images exclusives. C'est rare d'avoir le côté coulisses. Alors depuis ces images, bien évidemment, Vladimir Poutine a pris la parole. On va détailler. C'est très intéressant ce qu'il a dit, notamment avec ce match qu'il espère avec les États-Unis. Mais d'abord, on a besoin de vous, chers téléspectateurs, pour comprendre la parole du président russe. En préambule, il y avait ça. On décrypte après. Vous savez, quand tout est calme, tranquille, stable, on s'ennuie. C'est la stagnation. Nous voulons du mouvement. Dès que le mouvement commence, tout passe en sifflant, les secondes, les balles. Malheureusement, les balles sifflent maintenant. Nous sommes effrayés, terrifiés. Enfin, c'est effrayant, mais pas trop. Ce petit regard jubilatoire, je vois que ça laisse le plateau plutôt quoi. Denis Strelkov, est-ce que vous arrivez à... Jubilatoire, bah il est en train de gagner. Vous voulez qu'il pleure? Bah non, bien sûr qu'il va jubiler. décrypter ces mots du président énigmatiques?
Oui, un tout petit peu. Je pense qu'il faut ici un peu revenir dans le contexte de cet exercice, comme vous l'avez rappelé, qui est tout à fait annuel, parce que effectivement, c'est quelque chose qui se passe chaque année depuis l'année 2000. Avant, il y a eu deux exercices séparés. C'était la conférence de presse annuelle qui était ouverte, y compris aux journalistes occidentaux. Et puis, il y a eu cette ligne directe avec, il n'y a pas eu que des journalistes, il y a eu également, et ça c'est toujours le cas, des mots qui sont passés au président Vladimir Poutine, des téléspectateurs, des personnes dans les régions. Donc c'est quelque chose qui est très, si vous voulez, ordinaire pour Vladimir Poutine. Et c'est pour ça que, et ça il a même démontré pendant des lignes directes, comme ça que ça s'appelle en Russie, pendant ces événements précédents qui s'ennuient parfois, qu'effectivement ça dure extrêmement long. Donc cette année-là, je pense que c'est toujours en cours. Ça dure déjà plus de 4 heures. C'est pas un record, mais on est presque. Donc effectivement, c'est un peu pour montrer que nous, on est toujours là. On peut être prêt au changement, mais pas trop. Mais dans tous les cas, c'est pas un événement qui est décisif pour l'avenir de Vladimir Poutine. Et lui, dans l'âge qu'il a, il peut parfois s'ennuyer un tout petit peu. Merci d'y rester avec nous. Vous sembliez, général Desportes, interloqué par les propos étranges de Vladimir Poutine, avec des balles qui sifflent, ça s'arrête, ça fait peur, mais pas trop. Alors, pas tellement, parce que il dit il faut... Un général de plateau. Jamais à la guerre. Il fait que les guerres à la télé, lui. Mouvement, il faut qu'on avance. Et finalement, c'est la grande tradition impériale de la Russie qui a besoin de bouger, qui a besoin de la crise, qui a besoin de la violence pour justifier l'emprise, la puissance et la violence même du pouvoir central. Donc en fait, C'est dans le conflit et qu'on avance. c'est un empire à l'intérieur et à l'extérieur, on le sait bien. Et donc un empire ne vit que par une tension à son sommet. Cette tension se justifie par un certain nombre de crises. C'est pour ça qu'on a dit, à mon avis, à juste titre, que la Russie a besoin de la guerre. Et c'est Tolstoï. Alors on a dit la Russie, mais on a dit Poutine, donc les deux. Oui, mais Poutine, c'est la Russie, et il faut bien qu'il soit dans l'âme de la Russie pour la diriger. Donc moi, je ne suis pas très surpris. Hein. On sait bien que depuis qu'il est aux affaires, il a lui-même fomenté un certain nombre d'attentats, il a réglé l'affaire de la Tchétchénie. Bah, il faut donner des preuves. J'ai l'impression que là, ce sont des élucubrations. Ou parler sans preuve, pardon. Donner des faits historiques et des références historiques qu'on puisse vérifier. C'est lancé dans la Crimée, dans le Donbass. La Russie a besoin d'un pouvoir fort. Le pouvoir fort se justifie par la... Oui, sauf que dernièrement, quand ils se lancent dans le Donbass, c'est parce que la population russophone du Donbass est assassinée par le régime ukrainien. Et ça, vous ne le précisez jamais. La vérité, elle est sortie. Maintenant, tout le monde le sait. Il se justifie par la guerre. C'est Tolstoï, le sénateur, je parle, enfin l'homme de la Douma, le petit-neveu, je crois, du grand écrivain, qui disait « La guerre est dans l'ADN de la Russie », et je crois que c'est vrai. Magali et Grégory, juste ce petit, je ne sais pas si on va le revoir, mais il y a le petit sourire en coin. Alors je précise juste, hein, 4h28 maintenant de discours. Le petit sourire en coin. Et en plus, là, ce sont vraiment les tout premiers mots de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il commence... Le préambule. Voilà, c'est son préambule. Il répond à la première question et d'abord, eh ben, il se montre quand même extrêmement confiant. Ce qui se dégage de ces 4 Il y a un ton badin, même le porté, je trouve. C'est ça, il paraît extrêmement détendu, extrêmement confiant dans l'avenir. Il explique... Bah, il est en train de gagner. Pourquoi vous voulez qu'il ait peur ou qu'il manque de confiance? Que oui, l'inflation est un problème, mais que la Russie serait la 4e économie au monde derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde, que en Ukraine, les gars avancent héroïquement, ça ce sont ces mots. Il se dit d'ailleurs complètement prêt à parler avec Donald Trump, parce que de toute manière, il avance, il atteint ses objectifs. Alors oui, les balles sifflent. La Russie a besoin d'action et a de l'action en ce moment, mais il gagne et il est là pour expliquer à quel point sa stratégie est payante. 4h31, 22 secondes. Vladimir Poutine, en direct, vient de quitter le plateau. Alors, il a dit un certain nombre de choses. On reviendra, je ne sais pas si on a le sonore, mais vous nous en parliez, chère Magali, avec qui il aimerait prendre... le thé. Avec quelle personne décédée voudriez-vous prendre le thé? Voilà la question qui a été posée à Poutine et il répond avec Jacques Chirac,
et avec Helmut Kohl. C'est Ce intéressant. qui marque un peu l'âge de Poutine, parce qu'il a connu, évidemment, c'est Chirac, j'en suis sûr, Helmut Kohl aussi, je pense. Et je pense qu'il regrette d'ailleurs effectivement cette époque et ces époques et le monde de cette époque. Alors vous allez voir que bien évidemment Poutine reste Poutine, la menace reste la menace et les mots sont toujours aussi guerriers. On l'écoute. Il n'y a aucune chance d'abattre ces missiles. Et si les experts occidentaux pensent qu'Oreshnik peut être abattu, nous leur proposons, ainsi qu'aux pays comme les États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une sorte d'expérience technologique. Une expérience technologique de haut niveau. Le duel technologique du XXIe siècle. Qu'ils choisissent un endroit, un bâtiment, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissile, et nous les frapperons avec Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passe. Nous sommes prêts pour une telle expérience. Mais de leur côté, est-ce qu'ils sont prêts? Général Desportes, c'est exactement ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la confrontation, l'homme fort, Vladimir Poutine, le pays fort, la Russie contre le reste du monde. Bah là, c'est le moment de porter les couilles. Là, c'est un défi qui est lancé. C'est comme à l'époque des cow-boys ou des chevaliers. Quand un défi était lancé, si on avait les couilles, on relevait le défi et on y allait. Il a été très clair. Choisissez un bâtiment à Kiev, concentrez-y toutes les armes de défense occidentales. Et lui, il tire son missile. Et on voit qu'il gagne technologiquement sur qui? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça permettrait de répondre et de savoir finalement qui a la suprématie militaire et technologique en cette époque. Parce que quand on dit que c'est la Russie maintenant la première puissance militaire, généralement les Occidentaux ont tendance à bouder. Ben là, c'est l'occasion de prouver que quand vous boudez, vous avez raison. Et que c'est toujours vous qui avez la suprématie militaire et occidentale. Donc, allez-y, faites ce défi. On est cap. Le bras de fer. Même pas peur, même pas peur. Et je vais continuer. Bah voilà, faut aller si vous êtes cap. C'est ça qu'on veut entendre. Faut aller. Quelque part, c'est intéressant qu'ils nous le disent, parce que ça fait depuis l'élection de M. Trump, on dit on va négocier, etc. Mais il y en a un seul qui ne veut pas négocier, c'est lui. Et là, il le dit bien, il le dit, moi Je tiens quand même à signaler qu'avant la guerre en Ukraine, la Russie a fait plein de propositions pour sa sécurité. C'est les États-Unis qui l'ont rejeté. Donc je vois pas comment il voudrait ne pas vouloir négocier alors qu'il a fait des propositions pour sa sécurité. Vous pouvez dire ça à des personnes qui ne connaissent pas. Mais quand les personnes ont bien suivi les événements et ont les enjeux et les aboutissants de bout en bout, ce genre d'argument ne passe pas. il sait bien qu'il a ce forme de faiblesse économique, Je tiens d'ailleurs à signaler que dès le début du conflit en Ukraine, les négociations avaient commencé. Et c'est pour ça que la première offensive russe sur Kiev, les militaires russes se retirent. C'est parce que les négociations étaient en cours avec l'Ukraine. Mais c'est sous l'impulsion de la Grande-Bretagne que finalement les Ukrainiens se sont retirés des négociations. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il ne veut pas négocier alors qu'il a commencé à négocier. Mais ça, c'est quoi? Vous allez blaguer qui comme ça? On a suivi toute l'histoire ici. etc. Mais là, il dit, moi, j'ai même pas peur, je continue. Il monte sa main. Et c'est pour ça que Trump, je crois, a vraiment très mal joué quand il a commencé à dire, dès qu'il a parlé de l'Ukraine, non, moi, je vais arrêter l'aide à l'Ukraine. Alors que c'était le moment où il fallait être ferme. Il a été C'est tout ce qu'attendait Poutine. C'est tout ce qu'attendait Poutine. Donc Poutine continue à jouer le jeu. Qu'a rajouté Trump? Il a dit, je m'occuperai d'abord du Moyen-Orient avant de m'occuper de l'Ukraine. Donc il a le temps, il peut continuer son affaire. Donc il monte le ton, il montre les biceps et il dit on va continuer. Et puis incroyable parce qu'il s'adresse aussi aux Russes, cette prestation télévisée et annuelle très importante pour Poutine, parce que l'année dernière on parlait des problèmes russes, le prix des œufs et les patates. Là bien évidemment le message était un peu plus guerrier. Mais il y a Magali, toujours cette dualité, les Américains sont pas loin, l'OTAN, l'Occident, ils parlent aux Russes en disant regardez, on est les plus forts, on se met dans une pièce, on disque. Mais est-ce que c'est vraiment il y a la à côté bonne de petite façon... frappe de Saint-Pétersbourg, Oui, quelque mais part. est-ce que c'est la bonne façon de parler à Donald Trump? Parce que quand on va défier qu'il défie comme ça Donald Trump, Et il le fait, hein. ça peut... La question, c'est pas si c'est une bonne façon ou pas. La question, c'est si vous êtes garçon, on t'a lancé un défi, tu relèves le défi, tu vas. Si on t'a bastonné, tu reconnais ta défaite. Si tu as gagné, l'autre reconnaît sa défaite. Et il est là le problème. Pourquoi vous voulez chercher à serpenter là?
Faut pas serpenter, faut aller droit au but. Là, un défi est posé. Soit c'est oui, soit c'est non. Vous commencez à parler chinois. Ching chong 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 chong. Ah, arrêtez ça. Peut quand même justement piquer un petit peu l'orgueil du président élu. Je suis pas sûre qu'il se dise à ce moment-là, eh bien on va négocier avec Poutine et je vais lui donner tout ce qu'il veut. Donc c'est quand même une arme à double tranchant de le défier comme ça en duel, pas avec des pistolets mais avec des missiles. Oui, surtout les missiles Oreshnik. Voilà, on attend d'ailleurs que Moscou, parce que ça a été annoncé par Vladimir Poutine, s'en serve. Une nouvelle fois. Grégory Philippe, toujours dans ce côté guerrier. Autre déclaration du président russe, on aurait dû lancer l'assaut plus tôt sur l'Ukraine. En fait, on aurait peut-être déjà fini le job. Oui, avec même, il ajoute, on aurait été mieux préparé. Parce que souvenez-vous que quand il lance ça en février 2022... Oui, les préparations, c'est pas ça. Voilà, il pense qu'en 3 semaines, c'est fait, qu'il va renverser le pouvoir politique à Kiev. Et là, on est quasiment 3 ans, hein, bientôt en février, après le début de cette guerre. Donc en gros, c'est ça le message. On aurait dû lancer ça plus tôt et on aurait dû... Exactement, 3 ans. Et je trouve que c'est très louable pour quelqu'un qui ne se bat non pas contre un pays, comme on veut nous le sous-entendre, mais qui se bat contre tout l'Occident global. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une trentaine de pays derrière l'Ukraine. Et seul, avec l'aide, allez, de la Corée du Nord, d'accord, et un peu de l'Iran, allez, à 3, ils tiennent tête à plus d'une trentaine de pays. C'est ça que vous ne mentionnez jamais. Peut-être mieux se préparer, ça fait partie d'un des regrets affichés par Poutine avec les difficultés que Magali évoquait, l'inflation. Elle est bien obligée de reconnaître quand même que les Russes traversent une période très difficile. Et puis, quelque chose qu'il mentionne aussi, c'est ce qui se passe à Koursk. Faut pas oublier l'affront mené par les Ukrainiens depuis l'été dernier, cette présence ukrainienne en terre russe, dans cette oblast de... Même si c'est un front, on le sait depuis quelques jours, de plus en plus difficile à tenir. Évidemment, mais ça reste c'est un front difficile et ça reste un affront pour Poutine. Vous avez quand même des troupes qui occupent une partie de son territoire et il est obligé de reconnaître pendant la conférence de presse qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera à monter hors de Russie les troupes ukrainiennes. Et je vous propose, cher Grégory Phillips, de l'écouter. C'est peut-être il y en a eu un autre, on va en parler dans un instant, mais le seul aveu du maître du Kremlin. Oui, nous allons absolument les mettre en échec et les repousser de Koursk, absolument. Mais pour ce qui est de la question d'une date précise, je suis désolé, je ne peux pas le dire maintenant. Je peux l'imaginer, il y a des projets. Je peux l'imaginer, il y a des projets. Alors, en termes guerriers, cher général, c'est un aveu d'échec, ça? Non, je ne crois pas. Au contraire, c'est un aveu d'assurance. Il ne peut évidemment pas déterminer la date. Hein. Personne ne la connaît. En tout cas, il dit je vais continuer et je vous mettrai dehors. Il parle au peuple russe. Il parle aussi à une armée ukrainienne qui est complètement épuisée aujourd'hui et qui dit il va pas lâcher, il va continuer. Et tout ça n'est pas qui a perdu 40 ou 50% du territoire conquis dans cette qui a perdu et on le sait bien. Enfin, tous les reportages nous le disent. Le moral est bas, les déserteurs se multiplient, etc. Et il leur dit ne croyez pas que c'est fini. Moi, je vais continuer, je vous mettrai dehors. Et donc, je ne crois pas que ce soit un aveu de faiblesse. Au contraire, il joue sur ses atouts, qui est d'être dans le mouvement en avant et de dire que lui-même n'arrêtera pas ce mouvement en avant. Il y a un autre aveu qui nous ramène à une actualité très récente de Vladimir Poutine ce matin sur les suites de l'assassinat du général, et c'est pas rien, Kirillov. Il dit que c'est un échec des services de renseignement. Et alors là, au moins on peut lui reconnaître quelque chose. C'est sur ce coup-là, il ne se trompe pas. Et il dit nous devons reconnaître de telles failles. Voilà ce qu'il dit. Et c'est vrai que c'est un aveu assez rare. Lui qui est quand même un ancien espion lui-même, note en effet et reconnaît les failles du FSB et des services russes qui n'ont pas été en mesure d'empêcher cet attentat et de protéger comme il se devait, c'est certainement ce que se disent aussi les Russes, ce général donc tué en plein Moscou. Il y a d'autres échecs russes sur lesquels il est interrogé, notamment la Syrie de Bachar el-Assad. Mais là,
À l'inverse, il ne reconnaît pas l'échec. Il dit non, les Russes ont empêché d'avoir une enclave terroriste en Syrie. Et je n'ai pas encore rencontré Bachar al-Assad, mais je le ferai sûrement. Et il se refuse à parler d'échec, de camouflet pour ce qui s'est passé en Syrie. Et pourtant, c'en est un, on est d'accord. Pour les Russes, ce qui se passe en Syrie. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, général, si vous voulez. Non, juste préciser que quand même les Russes sont en train de déserter le pays. Enfin, les bagages de leur deux bases qui donnent l'accès à la Méditerranée, ce qui n'est pas rien pour un pays, surtout quand l'accès à la mer Noire vous est déjà coupé. En fait, ils veulent absolument faire passer l'échec de la Syrie pour l'échec russe. Non, c'est l'échec syrien. Parce que Bachar al-Assad s'est lui-même exprimé. C'est la Russie l'a fait évacuer et ne l'a pas laissé se faire tuer. Et l'armée russe aurait pu aller combattre à la place, mais Bachar al-Assad n'a pas voulu, tout comme il n'a pas voulu faire appel à l'Iran. S'il avait fait appel à la Russie et à l'Iran, la donne aurait sans doute été différente. Sauf que Bachar al-Assad s'est rendu compte que son armée l'a trahi, parce qu'il y a les vidéos sur internet où son armée se déshabille sur le champ de bataille, dépose les armes, dépose les treillis militaires et quitte le terrain. Du coup, il n'a pas trouvé l'intérêt de continuer une bataille dans la mesure où son armée ne la soutenait plus. Donc c'est pas une défaite russe, c'est une défaite du régime syrien. Ça aurait été la défaite russe s'il y a 10 ans, la Russie n'avait pas sorti Bachar al-Assad de ce guêpier. Mais il y a 10 ans, ils l'ont déjà fait. Mais ça, vous ne pouvez même pas. Vous êtes tellement mauvais dans votre bouche que vous ne pouvez même pas reconnaître ça. En fait, vous êtes tellement de mauvaise foi et tellement mauvais que même quand c'est la vérité, vous ne pouvez même pas reconnaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Et par la Turquie. Oui, c'est compliqué. Ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Et on a vu des mouvements d'avions et de navires quitter la base maritime de Tartous et la base aérienne de Memim pour tout simplement aller vers un autre pays, en l'occurrence sans doute la Libye, selon les informations du Wall Street Journal, parce qu'il leur faut un autre port d'attache en Méditerranée. C'est sans doute vers la Libye que les forces russes sont contrainte de partir face à la nouvelle réalité politique de ce pays qui est la Syrie. Et pour faire la jonction entre ce sujet et celui de l'assassinat du général Kirillov, suite à cette débâcle en Syrie, Poutine avait déjà demandé un audit de façon pas très sympa visiblement au service de renseignement russe en disant pourquoi on n'a rien vu. Il était très inquiet. Et puis là arrive l'assassinat d'un des généraux les plus capés en tout cas à la tête de tout ce qui est armes chimiques en Russie. Ça commence à faire un peu beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Alors, il n'était pas le seul à n'avoir rien vu. Mais je rappelle que l'Italie s'était réengagée, a envoyé un ambassadeur en Libye, pas en Libye, pardon, en Syrie, oui. Et que nous aussi, on a été surpris, mais nous principalement parce qu'on regardait ailleurs. Mais lui aurait dû aussi regarder là. Et alors, c'est évidemment c'était un échec russe. On sait bien que Assad n'a tenu que à cause de l'intervention de 2015 de Poutine. Et les Russes se sont bien gossés. Merci bien de le reconnaître au moins. Et du départ des Américains d'Afghanistan au mois d'août 2021. Et je crois qu'on verra à peu près la même chose, parce que les dizaines, les centaines de camions et de véhicules blindés qui gardent ces deux bases ne peuvent pas partir, ou alors par la Turquie. Enfin, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, je crois que ça va être des images qui vont largement déplaire au maître du Kremlin. Et ça tombe bien, parce que comme on a des équipes chez Grégory sur le terrain, ces images, on pourra les diffuser sur LCI. Denis Strelkov, 4h31 et 22 secondes pour ce show de Vladimir Poutine. Vous l'avez suivi, bien évidemment. Vous en tirez quoi sur ce qui se passe actuellement en Russie et puis sur ce qui nous préoccupe, sur cette guerre, notamment avec l'Ukraine? Je vois que ce qui est le plus important pour Vladimir Poutine et pour le Kremlin en soi, c'est la stabilité. Parce que si on a regardé en détail ce show, il n'a pas beaucoup changé depuis déjà une vingtaine d'années. Vous voyez, à l'époque, il a quand même beaucoup évolué, même dans les yeux du Kremlin. Et l'émission, elle est presque le même
qu'on a vu il y a 20 ans. Et ça, c'est un grand choc au moment pour moi et pour plusieurs journalistes sur en fait, cette tentative constante du Kremlin de montrer que tout va bien malgré tout. Puis, il y a une autre chose qui est essentielle, c'est que vous avez bien dit que Vladimir Poutine a reconnu certaines fautes de son entourage, mais il n'a pas reconnu une seule faute de sa politique étrangère. Et en plus, vous avez bien vu qu'il a eu notamment un journaliste américain qui a pu poser sa question à Vladimir Poutine. Et la question de NBC, donc d'un média libéral américain, et il était très agressif. Donc, il était posé dans la manière que vous avez presque perdu l'opération militaire spéciale et vous avez perdu la guerre. Qu'est-ce que vous allez faire après? Vladimir Poutine, lui, il était dans un calme absolu. Il a dit que rien n'a encore été décidé en faveur de l'Occident, que la Russie va tout emporter, y compris, bien évidemment, les oblasts qui sont actuellement occupés par l'Ukraine. Donc, j'en tire que le Kremlin, au moins, n'a pas peur de ce qui va venir et qu'il n'a pas profité de cette occasion de s'intéresser aux Russes pour notamment changer de cap ou de changer sa compréhension, sa transmission de la situation. Donc, pour l'instant, on attend notamment l'inauguration de Donald Trump pour en tirer des conséquences. Alors, il nous reste une toute petite minute avant que Magali Gunel ne prenne le flambeau sur ce plateau. Denis, est-ce que ça fonctionne toujours chez les Russes, ce genre de grande messe? Au moins, on a vu qu'il a été suivi. On n'a pas encore vu tous les chiffres évidemment, de la télévision russe, mais au moins depuis des années, oui, c'est quelque chose qui est assez retransmis. Et puis, ça permet aussi, si vous voulez, au Kremlin, au pouvoir, de un peu montrer son autre côté, son autre visage. Parce que Vladimir Poutine, comme vous l'avez remarqué, il était un peu dans les blagues, il était un peu de façon de parler avec une population d'autre chose que la guerre. Donc oui, c'est un événement qui reste suivi, qui reste même attendu par plusieurs catégories de la population, mais personne ne le prend, si vous voulez, au sérieux. Tout le monde comprenne, c'est le show, qu'il n'y aura pas de surprise lors de cette émission. Merci beaucoup, Denis. Vous disiez, Magali? Qu'il y avait 1,5 million de questions qui avaient été posées. Donc après, il y a une sélection, mais le nombre de questions est impressionnant et varie assez peu d'une année à l'autre. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de leur mauvaise foi évidente et de leur serpontage? Ils ne veulent jamais répondre à la question. On vous a juste mis un défi là. Tout le monde, allez là-bas, mettez les armes, on se teste. On fait comme garçon. On voit qui envoie le plus. Vous êtes là-haut, gauche, droite. Non, faut aller. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réaction? Si vous avez aimé, laissez un petit pouce, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une prochaine réaction. Ma vidéo sur l'effondrement de l'empire colonial français est toujours disponible et j'arrive prochainement avec une vidéo sur l'évolution, l'apport de l'Afrique dans la musique moderne. Voilà, abonnez-vous, on est ensemble, c'est Héritier Bateke.